Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on va parler de la carte la plus grosse de l'histoire de la boxe anglaise ou de l'histoire de la boxe anglaise moderne. C'est ce qu'on va voir avec Simon. Salut à tous, donc moi c'est Simon Had. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à simon.had et sur YouTube à simon.had également. Et on va pouvoir parler de cette carte qui, je pense, on peut se permettre de le dire, euh, une des plus grosses cartes de l'histoire de la boxe. Je dirais même pas que de l'histoire moderne, parce que pour ramener ce qu'ils ont ramené, il n'y a que les Saoudiens qui pouvaient se le permettre, surtout quand on connaît le coup d'un boxeur de grande renommée, et réussir à en mettre autant dans une carte, c'est incroyable. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est incroyable. Donc avant de parler combat après combat, on rappelle à tout le monde que donc, toi, tu es boxeur professionnel, que tu vis à Los Angeles et que tu prépares une petite transition en MMA. Exactement. Parlons de ce que tu viens de parler, de l'aspect économique, l'aspect marketing, l'aspect promotionnel, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'analyser combat par combat de cette énorme carte. La boxe, donc là, ce qu'ils organisent, Riyad Saison, le 23 décembre en Arabie Saoudite, ça sera sûrement pas bénéfique pour eux, ce sera pas rentable. C'est de l'investissement. C'est ça. Je pense que c'est un petit peu le style des Saoudiens quand tu regardes. Si tu regardes ce qu'ils ont fait avec le football, quand ils ont racheté PSG, ils ont Ouais. investi des sommes incroyables. Tout le monde est en train de se dire ils sont à perte, c'est un truc de fou. Les salaires, les transferts qu'ils font, en fait, ils cassent les codes parce qu'ils arrivent avec ce flux d'argent incroyable que personne ne peut se permettre d'avoir ou de poser. Et puis derrière, en fait, ils créent un monopole et ils reprennent le tout. Je pense que c'est ce qu'ils font en ce moment avec Riyad Saison. Parce que quand tu regardes les prix qu'il lâche pour l'instant, il n'y a aucun retour qui est possible. Il y a Non. eu par exemple les chiffres, je ne les connais pas exactement, mais les chiffres des pay-per-view de Ngannou contre Fury, qui n'étaient pas incroyables. On ne parle pas d'un Mayweather-McGregor, Oh là là. tu vois. Oula, on parle de moins de 100 000 pay-per-view si j'ai bien compris, ce qui est incroyable. Et petite, pas rectification, mais ajustement, c'est les Qataris qui ont acheté le PSG, mais Ouais. c'est le même Oui, argent, voilà. ça vient du même endroit, c'est la même logique d'investissement Exactement. énorme et à perte potentielle. Donc ouais, Fury Ngannou, ça n'a pas énormément vendu, étonnamment. Non, bah J'ai l'impression, dis-moi si je vas-y. me trompe, est-ce que la boxe anglaise manque de gros vendeurs en ce moment? Alors, est-ce qu'elle manque de gros vendeurs? Bah ouais, totalement. C'est-à-dire qu'on avait le plus gros vendeur qui était Floyd Mayweather, Ouais. qui avait trouvé sa stratégie, c'est-à-dire euh, détestez-moi, Mhm. payez pour me regarder perdre, je vais Mhm. prendre le petit symbole à chaque fois de votre communauté pour combattre contre moi et vendre des pay-per-view. Et il s'est pas arrêté que là. À chaque fois, les symboles qu'il prenait, parce que le pays qui vend le plus dans les pay-per-view, c'est les États-Unis. Ouais, C'est les plus largement. gros consommateurs. Lui, qui il allait voir, du coup, c'était combattre des combattants mexicains très populaires. Il a tout le... Parce que c'est les Mexicains. Quand tu vas regarder un combat aux États-Unis, tu viens dans le public, il y a que des Mexicains. C'est des consommateurs de malades. Ils viennent, ils payent les pay-per-view, ils viennent dans le stade, ils supportent, ils veulent que Floyd il se fasse tabasser. Floyd il gagne, ils vont se mettre sur le prochain Mexicain pour aller, ou alors il allait voir un Irlandais. Mais c'est toujours un qui avait un peuple derrière lui. Ouais. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en boxe anglaise, avec le coup bas que la boxe a pris, le plus gros vendeur qui peut t'éclater tous les pay-per-view, c'est Gervonta Davis à l'heure d'aujourd'hui, Exact. qui arrive à avoir du monde. Mais même là, il faut lui créer des gros combats. Par Ouais. exemple, Floyd, tu pouvais le mettre contre n'importe qui et on N'importe. peut toujours y vendre. Gervonta, il faut un mec d'un certain niveau. La boxe, je pense que les réseaux sociaux ont pas détruit la boxe, mais l'ont un petit peu affiché, si on pouvait le dire. Et c'est-à-dire que les combats qui avant nous impressionnaient tous, oh il est là, il est 20-0, il met que des KO, Ouais. ben maintenant on peut se renseigner sur l'adversaire. On peut regarder Mhm. qui il est. Et puis d'un coup tu vois qu'il a un travail à côté, c'est pas Mhm. vraiment un boxeur pro. Et ça Ouais. descend les gens. Alors que quand tu compares avec le MMA, bah Ouais. t'as des combattants qui combattent des mecs du même niveau. Donc quand t'as une belle carte, t'es excité parce que c'est un vrai combat et tu le sais. En boxe, je pense que tous ces faux combats ont commencé un petit peu à détruire les fans et qui font que bah, t'as pas envie de payer tout le temps. Tu dis en fait, je viens, je donne 100 € pour regarder le combat, mais je sais très bien, je connais le résultat, je sais qui va combattre. Enfin, tu sais, ça te t'as qu'à regarder. Ouais, sportivement parlant, c'est moins attractif.
Mais complètement. Regarde le combat de Jake Paul. Là, son Ouais. dernier combat, il était dans c'était une petite salle, hein. C'était pas une grande Mhm. salle. Mhm. Normalement, le mec, c'est le gars qui te vend partout. Il a C'est combattu un clair. boxeur, je sais pas d'où il vient, Inconnu au bataillon. inconnu au bataillon et très âgé, parce qu'apparemment, lui, il aime combattre quand il Ouais. arrive proche de la retraite. Ouais, ouais. Et dans une petite salle. Mhm. C'était pas un stade, là, qu'il avait rempli et Ouais, tout. ouais, ouais. Et est-ce que là, justement, la Riyad saison, l'Arabie Saoudite, ils sont pas un petit peu en train d'essayer de mimer le modèle UFC avec des énormes cartes? C'est-à-dire qu'avant la boxe, j'ai l'impression que tu avais les 2-3 combats maximum vraiment qui prenaient la tête d'affiche. Et encore, quand je dis 3 combats, je suis Ouais. généreux. Des fois, c'est un seul. Plutôt, ouais. Et tandis qu'à l'UFC, bon, bah, tu as souvent la carte principale, c'est 5 combats. Tu en as pour ton argent pour les 5 combats. Et des fois, même la carte préliminaire, tu en as pour ton argent avec des grosses têtes. Comme le prochain UFC ou l'UFC 300, selon Dana White, qui même le premier combat des prélims, ça va être une dinguerie. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on n'a pas un petit mimétisme du modèle de réussite que représente l'UFC finalement? Bien sûr. On a l'UFC, c'est très récent. C'est pas vieux comme les top rank, première boxing, etc. Mhm. Donc, il a un nouveau modèle qui marche Mhm. avec le temps d'aujourd'hui. Il faut de l'action, Exact. il faut que les gens soient excités. Riyad saison, ils ont pu suivre ce modèle parce que l'économie de la boxe n'est pas du tout la même que dans le MMA. On est payé beaucoup plus en boxe, donc il fallait être capable d'assumer ce genre de carte-là en tant que promoteur. À l'heure d'aujourd'hui, il y a que les Saoudiens du coup qui en sont capables quand ils sont lancés dans la boxe, qui ont ce budget pour pouvoir payer les boxeurs. Mais ouais, ils mimiquent totalement le modèle de l'UFC, mais c'est ça qui marche parce que faut pas Mhm. oublier un truc. Quand tu fais un gros pay-per-view de boxe et que tu mets un combat intéressant, c'est-à-dire que tu mises sur un boxeur ou deux boxeurs de porter toute une carte. Ouais, C'est impossible. L'UFC, qu'est-ce qu'ils font? T'as 3-4 combats qui sont super intéressants. Bah, du Mhm. coup, t'as 8 combattants différents qui vont porter la carte avec leurs Exact. propres fans. C'est beaucoup plus facile de faire plein de pay-per-view comme ça que quand t'as un mec et tu Bah lui dis, ouais. bah écoute, toi, tu vas aller porter les 10 combats, c'est sur ton dos, c'est à toi de ramener tout le monde. Et d'ailleurs, compliqué. ça nous donne des conférences de presse assez incroyables niveau UFC. Et là, on peut peut-être s'attendre à une conférence de presse qui va être explosive parce que rien qu'au niveau du nombre de poids lourds dans la place, ça va être solide. J'espère que la sécurité ils vont être prêts. Quoique, on est en Arabie Saoudite, je pense qu'au Ouais. niveau des lois, faut faire attention là-bas au débordement. Donc peut-être Voilà. qu'on n'aura pas une conférence de presse qui sera tant. Je pense pas. Je Non, pense pas qu'elle pourrait être agressive parce que sinon ok, ils savent très bien que les combats ne se feront pas. Mais c'est ok, pour ça aussi qu'ils peuvent se permettre de faire une carte comme ça. ok. Tranquille. Attaquons la carte parce qu'on a du pain sur la planche. Donc on commence avec le main event, à savoir Monsieur Anthony Joshua contre Otto Wallin. Match Ouais. en heavyweight. Encore un match de la rédemption pour Joshua. Ça commence Très à faire très. beaucoup, beaucoup de rédemption. Mais Quel est là, l'enjeu? l'enjeu il est simple. C'est-à-dire que là, on lui a mis un Otto Wallin. Otto Wallin, c'est pas une chèvre. Il a Mhm. donné un des combats les plus durs contre Tyson Fury dans les dernières années, dans son retour. L'enjeu, il est simple. Il faut que Joshua gagne et que Wilder gagne pour qu'il se fasse un face-à-face et qu'il fasse le prochain combat Riyad saison. Ils sont déjà en train Ça, de s'entendre. c'est l'objectif. C'est l'objectif et ils sont déjà normalement entendus sur une date qui n'est Ok. pas totalement confirmée, mais qui serait normalement le 17 février pour Ok. leur combat. C'est maintenant ce qu'on attend dessus. Là, l'enjeu, il est que Joshua, on a été sa dernière performance. Bon, il a mis un beau KO, c'est joli. Il a mis un KO contre un gars qui avait combattu il y a une semaine sur un continent différent. Faut pas oublier ce genre de détails et qui est très âgé. Donc un gars qui s'est tapé 8 heures de décalage d'avion Mhm. en étant prévenu à 5 jours du combat et qui avait combattu 7 jours avant. Là, c'est simple, tu gagnes, tu fais une belle performance, le public revient vers toi, tu te fais tabasser la tête par Otto Wallin et on s'approche plus d'un un moment de retrait parce que ces dernières années, je pense que le côté bon garçon, tu sais, Ouais. enfant bien élevé, il l'a Ouais. laissé partir quand il a commencé à être très irrespectueux face Ouais. à Usyk j'allais dire ou- Alexander Usyk, ouais, contre lui, alors que c'est au contraire justement une personne qui est très respectueuse en face. Exact. Donc Otto Wallin, à C'est un combien danger. de pourcentage t'évalues ses chances de victoire contre Anthony Joshua? Bah, écoute, moi je vais te dire que c'est un 50-50 ce combat-là. Ok. Rappelons-le, que- Otto Wallin est à 26 victoires pour une défaite et Joshua 26 victoires pour 3 défaites. C'est ça. Et surtout,
Tu sais, c'est le style qui fait les combats. Le style d'Otto Wallin, c'est très agressif et de débiter énormément de coups. Et on l'a vu contre Joshua, c'est Nemesis, c'est ceux qui envoient énormément de coups. On l'a vu avec Ruiz et on l'a vu avec Usyk. Quand tu viens face à lui et que tu débites à un rythme élevé, avec toute la masse musculaire qu'il a, il commence vite à perdre sa boxe et à se jeter sur des gros coups. Honnêtement, je comprends même pas pourquoi ils ont fait ce choix d'adversaire face à lui. Ah ouais. Hein. Je trouve pas que c'est une bonne idée du tout. C'est compliqué. Mais ça va être du 50-50. Faut vraiment. Là, ceux qui s'attendent à voir un Otto Wallin qui se prend un trou dans la tête, à moins qu'il vienne pour un chèque, s'il vient vraiment pour le combat, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Donc on a un gros main event. Ah oui. Oui. Et est-ce que le co-main event, donc Deontay Wilder contre Joseph Parker, est un peu moins équilibré? Joseph Parker qui a battu récemment le Québécois Simon Keane. Oui, bah non, là il est pas. Là le co-main event, il est pas équilibré du tout. Là, Joseph Parker, faut se le dire, il va se prendre un trou dans la tête. Ça va être du rapide parce que il a un bon jeu de jambes, il débite bien, mais le problème c'est qu'il prend des coups dans ses combats. Et en fait, avec Wilder, on le sait, à partir du moment où tu prends un coup, le combat il s'arrête. Il prend des coups, il a pas une boxe qui est faite pour gêner un Wilder. Wilder, lui, à l'opposé, son Nemesis, c'est une personne de très grande, qui est forte physiquement et qui va lui mettre la pression. On l'a vu avec Fury. Sinon, il a ce truc en lui, il a cette confiance en son punch qui fait qu'il ne reculera jamais. Et du coup, ça va être rapide. Wilder, s'il n'y avait pas Fury, ce serait lui le mâle dominant des heavyweights? Ouais, totalement. Je vois pas qui pourrait faire. Et donc, si jamais le scénario fonctionne, à savoir Anthony Joshua contre Deontay Wilder, que le combat a lieu, est-ce que tu penses que Joshua aurait une chance contre un Deontay Wilder? Non, pas du tout. Aucune. Pas du tout. Aucune. Là, on a un problème avec Joshua, tu le vois, tu sais, je sais pas si c'est comme ça en MMA, mais en boxe, t'as des signes qui ne trompent pas. Quand t'as un boxeur qui n'arrête pas de changer d'entraîneur dans les dernières années, ça montre un problème de confiance, ça montre un problème dans l'équipe qui est derrière, et ça montre aussi un problème de loyauté. T'as une carrière qui monte. T'arrives à être champion olympique, champion unifié. À quel moment tu changes d'entraîneur? Si c'est l'entraîneur qui t'a emmené ici, pourquoi tu le gardes pas lui? Tu changes pour aller avec un fancy, ça marche pas, tu rechanges. Il y a un problème, un manque de confiance. Donc, est-ce que c'est un bon boxeur, Joshua? Oui, tu peux pas ne pas être un bon boxeur et être au niveau qu'il est, il est très bon. Maintenant, le style qu'il a, qui est très tassé et qui est à attendre un coup, avec la rapidité et l'explosivité d'un Wilder, ça va être... et le menton qu'on a vu de Joshua, je pense qu'il a été abîmé face à Ruiz, parce que maintenant, quand il se fait connecter, on le voit à chaque fois shaker tout de suite. Contre un Wilder, ça ne tiendra pas. Et Wilder le sait. C'est pour ça qu'il est excité et qu'il est revenu. Il était parti en retraite à l'origine. Là, il est revenu pour ça. Wilder, il irait en mode même si je perds les rounds, c'est pas grave, je sais qu'au moment où je touche, c'est terminé. Et il perdrait même pas de round. On n'a pas Joshua, il est pas technicien. Le jab qu'il a, il est pas beau, il est lent. Joshua, ce qu'il a besoin, c'est d'une personne qui veut se mettre en face, faire la bagarre, mais qui a un rythme qui est pas explosif, tu vois, impuissant. Là, il peut se lâcher. Est-ce qu'Anthony Joshua, finalement, il est pas surcoté parce que tout le monde parlait de lui et parle encore un peu de lui, mais beaucoup moins qu'avant, comme un grand boxeur? Non, je pense pas qu'on peut être surcoté quand on est champion olympique et champion unifié poids lourd. À ce niveau-là, ils sont tous excellents. C'est juste des différences de style. Mais surcoté, pas du tout. Tu n'arrives pas à ce niveau-là en étant mauvais. Il faut qu'on se le dise. Tous ces mecs-là qu'on regarde dans cette carte sont tous bons. Petite parenthèse, Tony Yoka était-il surcoté? Alors, oui et non, je pense que lui, c'est un problème qui s'est fait plus au niveau du mental. On le voit, tout allait bien dans sa vie, les combats gagné. Il y a eu ses problèmes de divorce et les problèmes avec sa femme, et c'est là où on est allé dans une descente aux enfers. Après un problème d'équipe, c'est-à-dire que les styles qu'ils ont pris face à lui, on l'avait vu, il avait fait un combat contre un Belge qu'il avait réussi à gagner, mais qui était très limite, et c'était justement un cruiserweight qui était monté en poids lourd, qui envoyait beaucoup de coups. Et on n'arrête pas de lui remettre le même style, mais je pense que à ce niveau, c'est pas du tout un problème de surcoté ou son niveau de boxe, c'est plus le mental qui n'est plus là. Petite clarification, heavyweight en boxe anglaise. Quand on dit heavyweight, on est à quelle limite? En livres ou en kilos? En livres. En livres, donc on est à partir du moment où tu dépasses les 190. Ok, putain, vraiment rien à voir avec le MMA. Ouais. Donc dès que tu dépasses les 190, il n'y a plus de limite. Ok, du tout. Parfait.
Euh, Est-ce ils doivent se mettre d'accord, ils n'ont pas le droit, par exemple, d'avoir un différentiel de 40 livres ou c'est possible? Ah, c'est Peu possible, hein. importe. Ok. Bah, t'avais justement il devait combattre le moment où Joshua a chuté quand il a combattu contre Ruiz. Il devait Ouais. combattre contre Jared Miller, qui est un combattant du coup qui était juté jusqu'au bout et qui pesait plus de 300 livres. Celui qui va se battre contre Daniel Dubois? C'est Miller? Ouais. Ouais, exactement. Voilà. Ok, donc 190 et plus. Troisième combat, gros combat. Tu m'as déjà parlé de lui comme étant un grand artiste. Monsieur Mitri Bivol Ah oui. contre Ouais. Lyndon Arthur. Bivol, invaincu, 21-0. Lyndon Arthur, 23-1. On est en light heavyweight. Ça veut dire quoi, light heavyweight? Ça veut dire on est à combien? On est à 175 en limite. 175. Donc 175. équivalent UFC, on est entre le middle et le welter. C'est ça. Entre le welter et le middle. Plus proche du welterweight. Là, si vous voulez parier, posez sur Dimitri Bivol. Ah ouais, Ça hein. va être. Ouais, Lyndon Arthur, on l'a vu contre quand il avait fait son premier combat, justement sa première défaite contre Anthony Yarde. Mhm. C'était pour et le combat, enfin, le premier combat, il le gagne en serré, mais il combattait avec la peur au ventre. Et tu le vois dans ses yeux, il combat avec la peur au ventre. Le deuxième combat, il le perd par KO parce qu'il avait encore peur. Là, maintenant, en arrivant contre un Dimitri Bivol, il aura la pression en plus d'arriver dans un gros combat, d'être face à un Bivol qui a un rythme élevé. Le combat, il va être très facile. Je sais pas si on va voir un KO, par contre, Ok. parce que c'est plus trop le style de Bivol de chercher le KO maintenant. Mais en tout cas, ça va être une clinique. Dans tous les cas, ça sera une clinique. Je rappelle qu'on ne donne aucun conseil de pari, mais on donne Voilà. nos avis. Voilà. Bivol, à quel point c'est fort? En fait, Bivol, c'est pas le meilleur des techniciens. J'ai sparé avec lui, c'est pas un puncher. C'est pas le plus rapide. Mais ce qu'il a, en fait, c'est un rythme. Et il va te garder le même rythme du premier au 12e round. Et il est très discipliné. Donc, est-ce qu'il fait toujours le même enchaînement? Entrée-sortie, entrée-sortie? Oui. Mais si tu combats face à une personne qui a peur, qui n'a pas confiance en son physique et qui n'a pas le cardio et la condition physique pour tenir, tu craques. Tu lâches. Parce qu'en fait, lui, il va garder ce même rythme tout le temps, étant donné que, contrairement à beaucoup de combattants, comme moi je faisais, c'est-à-dire que je cutais énormément de poids pour descendre à 175, lui, il est à 175 naturel. Ok. C'est un petit light heavyweight. Donc Ok. lui, son rythme, il le Pas tient de toute la problème à le journée. tenir. Ouais. Exactement. Et c'est pour le titre IBO et WBA. Ouais. WBA ou WBA Super? Est-ce qu'il y a une différence? Non, c'est qu'en fait, ils avaient placé Bivol en super champion WBA, mais ça, c'est Ok. les techniques des ligues pour se faire plus d'argent. Comme ça, Ouais. ils peuvent mettre un autre champion et prendre dessus. Mais non, c'est WBA. Et tout le monde sait que le combat qu'on attend, de toute manière, c'est Dimitri Bivol contre Arthur Beterbiev. Ouais. On n'a pas envie de voir un Arthur face à un Bivol. On n'a pas envie de voir un Smith face à un Beterbiev. On veut un Bivol face à Beterbiev. C'est le combat que tout le monde veut voir. Parfait. Beterbiev qui s'entraîne à Montréal. Ouais, Daniel Dubois, on retourne chez les poids lourds. Combat d'avant. Donc là, je rappelle, on va du main event jusqu'au début de la carte. Daniel Dubois contre Jarrell Miller. Daniel Dubois, 19-2 contre Jarrell Miller, 26-0. Daniel Dubois qui s'était battu contre Usyk et qui aurait peut-être dû battre Usyk s'il n'y avait pas eu une simulation, Ouais. que l'arbitre avait décelé la simulation, parce que j'ai l'impression que Usyk contre Daniel Dubois, il se prend un KO au corps. il le prend. Il Il le le prend. prend totalement. Il le prend. Et donc, il joue son jeu, Usyk. Hein. Il joue la simulation. C'est l'arbitre qui le voit pas. Et après, Usyk, il bat Daniel Dubois. Mais Daniel Dubois, c'était très solide quand même face à Usyk. Bien sûr. Ah, on a un gaillard qui est puissant. On a un gaillard qui est puissant. Maintenant, le problème de Daniel Dubois, c'est son IQ de boxe. C'est pas un boxeur très intelligent dans le ring. Donc, on le voit hein, dans le combat contre Usyk. Si on regarde le combat, il perd chaque seconde, sauf le moment où il se met le coup, parce qu'il a une puissance d'ours. Donc, au moment où il arrive à placer son coup sur la ceinture, qui est tout à fait légal, normalement, il y a le KO. Mais maintenant, face à un Miller, le problème d'un Miller, c'est, j'espère vraiment, pour Dubois, parce que c'est vraiment un garçon qui est très gentil, j'espère qu'ils vont faire des tests antidopage extrêmement élevés, parce que un gars comme Miller, tu verras dans le combat, il pèse plus de 300 livres, et il t'envoie des séries de 8 coups
à une vitesse d'un lightweight de 50 kilos, ce qui n'est tout à fait pas naturel. Mais quand tu as du 300 livres qui arrivent dans tous les sens, c'est pas un boxeur technique du tout, mais c'est un espèce de bully qui a une puissance qui n'est pas naturelle. Je vois. Et qui pourrait mettre KO un Dubois qui mérite pas du tout un combat comme ça. Et est-ce que donc un Miller à son plein potentiel, ça peut faire du mal à toute la catégorie poids lourd? Juter, oui. Pas juter, non. Tu vois, c'est toujours ça le même truc. Ouais. C'est tout simplement pas... c'est impossible. Avec la corpulence qu'il a, le rythme qu'il envoie et la vitesse qu'il a, c'est juste impossible. Tu ne peux pas faire ça. Donc, sous ces produits, oui, il peut faire du mal à n'importe quel boxeur de la catégorie dans le top. Sans les produits, c'est à voir. Mais par contre, du coup, contre Dubois, je le mettrais plus lui gagnant que Dubois. Ok, donc Dubois qui risque une défaite contre Miller, surtout si Monsieur Miller utilise ce qu'il veut. Parce que Dubois, il a un rythme lent et il n'est pas généreux dans les coups. Étant donné qu'il est puncher, il attend, il est très attentiste. Ouais. Et on l'avait vu même quand il avait justement... quand il a pris son KO avec le jab contre Joe Joyce, justement. Le combat, on a deux mecs qui sont lents. Joe Joyce, il n'est pas connu pour être rapide. Et juste le jab toute la journée. Et il a réussi à lui casser un truc au niveau de l'œil. Et l'a arrêté à cause de ça. Ok. Bon, en tout cas, bon combat qui s'annonce explosif. Oh oui. Ah, ça c'est sûr. Avant ça, on a Jay Opetaia contre Elise Zoro. 23-0 Opetaia contre Zoro 17-0. On est en cruiserweight. Donc là, on parle de combien de livres? Donc là, cruiserweight, justement, tu as 190 maximum. Et on commence à partir de 175 à 190. Donc souvent, les mecs sont plus proches de 190 à la pesée. C'est ça. Ok, donc cruiserweight, c'est entre light heavyweight et heavyweight. Ouais. Ok. Elise Zoro, j'ai déjà entendu parler de Monsieur Zoro. J'ai moins entendu parler de Opetaia. Opetaia est très bon. Opetaia est très très bon. Et Zoro, j'ai pas entendu parler de lui. Opetaia est très très bon. Parfait. Bon, en tout cas, on a deux invaincus. Et ça va être un combat intéressant. Ouais, c'est tout. Après, les cruiserweight, personnellement, moi, je trouve que c'est une catégorie qui est un peu ennuyeuse. Ok. Parce que t'es sur du... t'as la puissance d'un poids lourd, mais t'as la lenteur d'un poids lourd. T'as moins de force qu'un poids lourd, mais t'as quand même de l'impact. Donc, du coup, on n'ose pas se lancer. Il n'y a pas la vitesse d'un light heavyweight. C'est pas la catégorie que je préfère à regarder. Juste avant ça, on aura Frank Sanchez contre Junior Fa. Frank Sanchez, 23-0, Junior Fa, 22. On est en heavyweight. Encore une fois, grosse carte pour les poids lourds. Oh, mais c'est incroyable. Là, pareil, Frank Sanchez, ça va être une clinique. C'est un poids lourd à regarder. Il est extrêmement impressionnant. Il sort de la boxe cubaine. Ses mouvements, je me suis entraîné avec lui plusieurs fois. Parce qu'il s'entraînait à Ten Goose, justement, à Los Angeles. Et c'est très impressionnant de voir un tel gabarit bouger de cette manière. C'est-à-dire que quand tu le vois bouger dans le ring, tu lui enlèves une centaine de livres, vitesse, mais la puissance, il est très impressionnant. Je pense que j'aimerais le voir après contre un petit peu un prospect comme lui, contre un Jared Anderson de Top Rank. Ça serait un très beau combat. Deux styles qui seraient très très beaux à voir ensemble. En tout cas, au niveau des cotes, en effet, on a un Sanchez ultra favori qui a la même cote que Bivol face à Arthur. Et pour revenir sur Dubois-Miller, tu vois, Miller est à 3,25 et Dubois à 1,33. Ouais, parce qu'on a un Miller qui n'a pas boxé depuis longtemps dans le haut niveau. Mais comme je t'ai dit, tout va dépendre de ce qui est rentré dans les veines. Ok. Et pour revenir au Opetaia, c'est lui qui est le plus favori de la carte avec... Ah non, c'est Ergovic. Et c'est des cotes incroyables en boxe. On est sur du 1,01. Bien sûr. Ah mais le Opetaia est très très bon. Il est vraiment très très bon. De toute manière, il est Ring Magazine champion. Et tu sais, en boxe, la ceinture la plus importante, c'est toujours la Ring Magazine. C'est celle vraiment qui va reconnaître ton niveau, pas ton business, ton niveau. Pour revenir sur Otto Wallin Joshua, Otto Wallin est à 4. Donc intéressant si vraiment c'est du 50-50. Ouais, ah bien sûr. Bien sûr. Parfait. Avant-dernier combat du gros poids lourd. On a monsieur Ergovic, Philippe Ergovic, contre Marc. Et là, je pense Marc de Mori. Marc de Mori, c'est ça. Marc de Mori. Je ne connais pas Marc de Mori, je connais Ergovic. Ergovic, à quel point c'est un poids lourd dangereux pour tout le monde ou pas? Non, pas trop. Okay. Ergovic, c'est un poids lourd qui, justement, c'est dommage, qui avait demandé un combat contre
Tony Yoka à l'époque, quand Mhm. Tony Yoka était en train de monter. Yoka avait refusé parce qu'à ce moment-là, il était en haut, mais c'est, c'est pas les poids lourds qui vont être les plus excitants à regarder. C'est l'école soviète. Tu vois, c'est un style très primaire, école soviète, mais c'est pas le plus impressionnant à voir. Ergovic qui a 16-0 et Demori qui a 41-2. Je ne connais pas Demori, est-ce que toi non plus? Non, j'aimerais voir les 41 adversaires. Et enfin, on a un autre ami qui s'entraîne au Québec, Arslanbek Makhmoudov contre Ajit Kabayel. Si je dis bien son nom, je vérifie. Et ben c'est exactement ça. Donc est-ce qu'on a enfin de l'aversité pour Monsieur Makhmoudov ou pas? Qui a Je pense pas. 18-0. Ok. Je pense qu'on n'a toujours pas l'adversité et c'est ça qui devient problématique. C'est-à-dire que là, le combat, on le sait, il va durer combien de... on parle en secondes. Là, on parle pas en Ouais. minutes, on parle en secondes. Ça va être une espèce de droite qui va arriver sur le côté du crâne. Le combat, il va s'arrêter de la même manière. On aimerait le voir avec un gros adversaire. Maintenant, tout est à savoir. Est-ce que c'est l'équipe qui ne veut pas en prendre ou est-ce qu'on le refuse parce que c'est pas le plus vendeur. Malgré qu'il mette des KO, c'est pas le combattant le plus vendeur. Ouais. Donc, faut savoir ce qui bloque. Parce que des fois, c'est le problème aussi qu'on a en bloc. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'équipe qui essaie de te protéger. Ouais. C'est aussi derrière les combattants que tu essaies de chercher qui disent, bah écoute, combien tu me rapportes? Tu me rapportes pas assez, je vais prendre lui. Faudrait qu'on se renseigne. Est-ce que selon toi, Arslanbek, il a les moyens? Et est-ce que où tu le situes par rapport aux autres heavyweights de la carte? Je le situe dans le... Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais le situer au niveau d'un Parker, d'aller chercher un Parker, tu vois. Il pourrait aller en chercher un. Il pourrait réussir là où Simon King a échoué. Ouais, largement. Parce qu'en fait, il a ce truc-là. Il a des mains très très lourdes. Il a des mains extrêmement lourdes. Et à la fin de la journée, chez les poids lourds, c'est le truc le plus important, c'est que Ouais. quand t'as le contact, parce que ça change la boxe de l'adversaire. Quand il sait que au moment où il se fait toucher, il perd le combat, il réfléchit avant Il de est se plus lancer. pareil. Il est pas pareil. Et contre un Frank Sanchez, par exemple. Ça serait pas bon du tout, par contre. Et Frank Sanchez, où tu le situes par rapport. Frank Sanchez, je le situe dans un top 10 des poids lourds. Je Ok. le situe dans un top 10. Il a vraiment des bons mouvements. Maintenant, il a juste à gagner en maturité. Il a le problème de la boxe cubaine, c'est aussi d'avoir les mains toutes basses, même quand on est proche. Bon, tu te fais attraper en poids lourd, tu tombes rapide, mais comme je t'ai dit, c'est le combat à faire pour moi de Frank Sanchez, c'est Jared Anderson. Frank Sanchez contre Jared Anderson. Parfait. Bon, on a fait toute la carte. Petite question bonus. Vu qu'on est sur une carte à grande tendance heavyweight. Francis Ngannou. Contre qui il perd dans ces heavyweights? Dans ces heavyweights, Ngannou, bah, je le mettrais en perdant contre un Wilder, Ok. qui serait trop rapide face à lui. Mhm. Dans le style, peut-être justement contre un Frank Sanchez, qui a Ok. beaucoup trop de mouvements de jambes. Donc, mais là, ça serait pas, on parle pas de KO, on parle juste de la personne Ouais. qui termine le combat. Et après, les combats, ils seraient tous à voir. Ok. Moi, j'adorerais le voir contre Joshua. Ah ouais. Hein. Ah là, il y a pas de mouvement. Et alors, pour rester en face de ce bœuf là de Ngannou, ça doit être, ça serait compliqué. très impressionnant et intéressant à voir. Mais je hâte de voir la suite pour Ngannou. On n'a pas Ouais. encore de date ou de nom, mais il parlait avec Wilder, mais je sais pas. On va voir. Ouais, Wilder a dit qu'il voulait se lancer dans le Ouais. MMA contre lui. Ce serait la pire chose à faire. Alors là, Non, mais je comprendrais pas. J'y crois pas une seconde. Non, C'est du buzz. C'est du c'est du buzz. suicide. Bah, c'est n'importe quoi. Bah oui. Surtout quand tu vois les jambes de Wilder face à celles de Ngannou. Enfin, t'as même pas à te prendre la tête. C'est une balayette et puis après. Au sol, fin. Voilà, ça s'arrête. Oh, ou un bon double leg à l'ancienne. Exactement, c'est fini. Mais restons sur la boxe, donc grosse carte, rendez-vous le 23 décembre, donc c'est déjà demain ou après-demain, dépendamment de quand la vidéo sort, ou peut-être même après-demain, on va voir. En tout cas, 23 décembre, comptez sur nous pour débriefer la carte, et pourquoi pas, est-ce qu'après cette carte, on pourrait établir ton top 10 des heavyweights? Bien sûr. On aura des réponses. Honnêtement, j'ai déjà mes réponses dans le top 10 des heavyweights. Même Joshua Wallin, le vainqueur peut pas... Ça changera pas dans le classement. Ok. Le
les styles font les combats, c'est pas ça qui va Ok. non plus te mettre dans les meilleurs. Derrière Tu un vois mec. ce que je veux dire? Mais ce serait quand même difficile de mettre un Joshua devant un Otto Wallin si Otto Wallin il marche sur Joshua par exemple. C'est compliqué. C'est-à-dire que, oui, c'est sûr que s'il le bat, tu voudrais le mettre au-dessus, mais après, qu'est-ce qu'un Otto Wallin va faire? Tu vois ce que Je je veux dire? comprends, je comprends, je C'est comprends. quand tu fais ton classement, le classement, quand tu le fais en boxe, quand tu fais ton top et dans les actuels, c'est pas quand même en MMA parce qu'il y a que des ligues différentes, donc tu fais ton top Ouais, par ouais, rapport à ouais. ce qui a été fait et ce qu'ils font en Exact. général. Je comprends. Parfait. 30 minutes, c'est parfait. Faut pas qu'on dépasse. Impeccable. Alors, gros merci à nos partenaires MetaFight, Time Out Tribe, X, Martial. Merci Simon et à bientôt. Un plaisir. Salut à tous.